Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de trucs. Salut les amis, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dernière vidéo sur le HTML5. Alors non pas qu'on va plus jamais parler d'HTML5, mais ensuite on va passer au CSS et au JavaScript. Donc là, on va survoler 5 sujets. Ensuite, on pourra, dans la partie CSS ou dans la partie JavaScript, revenir sur ces sujets-là plus en détail. L'idée ici, c'est que vous ayez uniquement ces sujets en tête. Quand on va passer au CSS dans l'épisode suivant, on sera un petit peu plus dans le concret. Pour le moment, je vous montre des briques pour créer des structures de pages HTML. Ça peut paraître un petit peu abstrait. Vous verrez que quand on va passer au CSS, ça deviendra de plus en plus concret. Donc faites-moi confiance, suivez bien tous les tutoriels HTML puisqu'on ne peut pas passer au CSS si vous n'avez pas l'HTML en tête. Donc ici, j'ai créé une page HTML de base que vous pouvez reprendre des fichiers précédents ou dans le code qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Le premier sujet qu'on va aborder, ce sont les commentaires. Donc je vais créer ici une page HTML de base avec un titre par exemple, et juste en dessous un paragraphe. Donc je vais appeler ça mon paragraphe. Je vais pas m'embêter plus que ça suffit pour la démonstration. Donc j'ai enregistré le fichier sur mon bureau, il s'appelle index.html. Donc je vais l'ouvrir. Donc voilà à quoi ressemble ma page, rien de bien fou. L'objectif d'un commentaire, c'est quoi? C'est deux choses. Vous pouvez soit ajouter une information à l'intention de vous-même dans le futur, ou à l'intention des futurs développeurs de cette page. Donc, comment fonctionne un commentaire? On met le signe inférieur, le point d'exclamation, tiret, donc ça c'est pour indiquer le début du commentaire, et ensuite tiret supérieur, ce sera la fin du commentaire. Entre les deux, on peut marquer tout le texte que l'on veut. Donc là, par exemple, je peux mettre « Pensez à insérer une image ici ». Voilà. Et donc, à quoi ça ressemble un commentaire? Bah, rien du tout, hein, puisque c'est une information à l'intention des développeurs, donc visible uniquement dans le code. Là, si je rafraîchis ma page, il se passe absolument rien. Si je regarde le code source, là, vous allez voir qu'il y a bien pensé à insérer une image ici. Voilà, donc là, il ne faut pas mettre des informations confidentielles, évidemment, hein, puisque n'importe qui peut voir ce que vous marquez dans les commentaires. Donc ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, c'est pour masquer un morceau de code que vous ne voulez pas totalement supprimer. Par exemple, un client vous dit « Ah non, mais en fait, le paragraphe, je le veux plus ». Donc à ce moment-là, vous allez mettre ça au début du paragraphe et à la fin, sachant que vous pouvez sauter des lignes, hein, c'est pas un problème. Donc ici, le paragraphe a été mis en commentaire, vous voyez qu'il apparaît en vert. Si maintenant vous allez dans Chrome, vous voyez que le paragraphe a disparu. Si je vais dans le code source, je peux toujours le voir en commentaire, mais il a disparu. Si jamais mon client me dit « Ah ben non, finalement, je veux garder mon paragraphe », il suffit d'enlever les commentaires, et voilà, le paragraphe est de nouveau visible. Donc voilà, rien de bien compliqué. Un commentaire, c'est soit pour mettre une information à l'intention des développeurs ou de moi-même dans le futur, soit pour masquer un morceau du code. Le deuxième sujet qu'on va aborder, c'est celui des containers. Alors, on verra que c'est un sujet beaucoup plus vaste que ce dont je vais parler maintenant. Je vais rester quand même assez sommaire au niveau de ce sujet-là. Je ne vais pas aborder tous les aspects de ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est qu'un container ou un conteneur, on va dire en français? C'est une sorte de bloc dans lequel on va mettre tout ce que l'on veut. Et en fait, ce bloc, ensuite, en CSS, on va pouvoir le manipuler, le déplacer avec tous les éléments qu'il y a à l'intérieur de ce bloc. On va voir deux types de containers. Il y a les containers dits blocs et les containers dits inline. En fait, ces containers ont des comportements différents. Donc le premier container que l'on va voir, c'est ce qu'on appelle la div. Donc c'est tout simplement la balise div. La balise div, à l'intérieur, vous mettez absolument ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, je peux mettre un titre, un paragraphe, une image, tout ce que vous voulez. Donc là, j'ai dupliqué ma div juste en dessous. Le comportement anti-bloc va faire que les divs vont se mettre les unes en dessous des autres. Il faut vous dire que les éléments de type bloc, en fait, démarrent toujours sur une nouvelle ligne. Donc ça revient toujours à la ligne.
Alors la div, il faut vous dire, la balise div, c'est une balise générale, c'est-à-dire qu'elle ne signifie rien, il n'y a pas de signification derrière, ça veut juste dire que c'est un groupement, en fait, d'éléments. Maintenant, vous avez des balises qui ont exactement le même rôle que la balise div, sauf qu'on peut leur donner un sens. Vous avez notamment la balise article, ici, donc qui a exactement le même comportement que la balise div, mais qui signifie qu'elle comporte en son sein un article. Dans le même style, vous avez la balise header, qui permet notamment de définir le header, c'est-à-dire l'entête de la page, à ne pas confondre avec le head. L'entête de la page, ça va être par exemple l'endroit où il va y avoir, je sais pas moi, le logo, le menu, etc. Vous avez aussi par exemple la balise footer, qui est un autre container qui agit exactement comme une div et qui va contenir le footer, c'est-à-dire le pied de page de votre site. Le fait de donner du sens à ces balises, à ces conteneurs, ça permet toujours la même chose, c'est-à-dire que ça permet en fait à un moteur de recherche de pouvoir comprendre comment est formé votre site. Alors, ça peut paraître un petit peu flou pour le moment, je ne vais pas aller plus loin. On verra qu'avec le CSS, ça va prendre tout son sens, puisque en fait, quand on va découper un site pour ensuite l'intégrer en CSS, on va définir le header, le footer, le contenu, ça c'est un article. Vous avez plein d'autres balises, hein. Là je vous en ai montré que quelques-unes. Donc voilà pour la partie container de type bloc, c'est-à-dire qui revient à la ligne, qui sont vraiment à manipuler comme si c'était des blocs que l'on va déplacer en fait. L'autre type de container que je vais vous montrer là maintenant, c'est les containers de type inline. La balise par défaut utilisée pour créer des contenus de type inline, c'est la balise span. Par exemple, à la suite de mon paragraphe, je vais pouvoir marquer span, et à l'intérieur, je vais marquer mon texte dans le span. Alors là, si je rafraîchis, qu'est-ce qui se passe? Bah, le texte se met à la suite de mon paragraphe, comme si j'avais absolument pas créé de balise span, comme si j'avais écrit directement le texte dans le paragraphe. Un container de type inline, contrairement à un container de type bloc, ne revient pas à la ligne à chaque fois qu'il est créé. Là, vous voyez qu'il s'est mis à la suite de mon paragraphe. Et ensuite, il ne va pas prendre toute la largeur de la page, il va prendre uniquement la largeur qui lui est nécessaire. Mais ça va être assez pratique quand, par exemple, vous allez devoir mettre une partie d'un texte d'une autre couleur. Alors à ce moment-là, vous allez l'encadrer avec une balise span, et ensuite on va rajouter à cette balise span une classe en CSS, donc on verra ça par la suite, mais qui va permettre d'appliquer à ce morceau de texte-là spécifiquement une couleur, du gras, que sais-je, enfin une police, ce que vous voulez. Donc on voit bien la différence entre un container de type bloc et un container de type inline. Donc retenez bien ces deux choses, puisque ça va être très très important pour la suite. La troisième chose qu'on va voir maintenant, ce sont les iframes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une iframe? Une iframe, c'est un moyen simple pour inclure une page HTML à l'intérieur d'une autre page HTML. Je vais positionner une balise iframe. Donc la balise iframe, c'est très simple, il y a un seul paramètre pour l'instant qui va nous intéresser, c'est le paramètre src qui va pouvoir nous permettre de définir la source de cet iframe. Donc dans ce paramètre src, je vais par exemple pouvoir mettre un autre site ou un chemin relatif à une des pages que j'ai créées. Alors attention, c'est absolument pas fait pour inclure des pages HTML dans d'autres pages HTML, hein. C'est vraiment à utiliser dans quelques rares cas qu'on détaillera beaucoup plus tard. Il faut juste savoir que ça existe. Là par exemple, si je veux inclure mon site, donc atlantismultimedia.fr, je regarde à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous voyez qu'il a inclus mon site à l'intérieur de cet iframe. L'idée d'une iframe, c'est de pouvoir inclure un autre site à l'intérieur de notre site, en tout cas une autre page à l'intérieur de notre page. Encore une fois, on détaillera plus tard dans quel cas de figure c'est pertinent de l'utiliser ou non. La quatrième chose que l'on va voir aujourd'hui, ce sont les formulaires. Alors les formulaires, c'est un vaste sujet, c'est pour ça que je vais l'évoquer uniquement en surface ici, et quand on fera notamment du JavaScript, enfin aussi du CSS, mais surtout du JavaScript, on ira beaucoup plus dans le détail des formulaires et des possibilités qui tournent autour des formulaires HTML. Ici, tout ce que l'on va dire, c'est que pour créer un formulaire, alors c'est quoi un formulaire? C'est
un espace avec des champs texte, avec des cases à cocher, avec des boutons, avec des selects, enfin voilà, des choses comme ça. Donc si je veux créer un formulaire, donc là par exemple dans cette div, je vais supprimer mon H1 et mon paragraphe. Je vais créer une balise form. Donc form, c'est pour dire qu'à l'intérieur de cette balise, il va y avoir un formulaire. Je vais créer une balise de type input. Alors input, c'est une entrée, en fait, c'est un champ dans lequel je vais pouvoir entrer des informations. Et donc je vais d'abord préciser le type de cet input. Et là, vous voyez que vous avez énormément de choses. Donc on va commencer par le plus simple, c'est input type texte. En général, on va lui donner un nom à cet input type texte. Alors admettons que ce soit un système de login. Je vais appeler ça login. Voilà, et je vais le fermer. Alors là, vous voyez, c'est une balise orpheline parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc en fait, je peux le fermer directement comme ça. Donc ça, à quoi ça va ressembler si je rafraîchis ma page? Voilà, j'ai ici mon champ type texte et vous voyez en fait que je peux taper des informations à l'intérieur. Vous avez ensuite différents types d'input. Vous avez la possibilité de mettre un input type checkbox. Checkbox, ça va vous permettre en fait de créer des cases à cocher comme ceci. Vous avez l'input type radio, que je vais appeler radio. Donc type radio par exemple, je vais en mettre 2, donc je leur donne le même nom pour qu'ils puissent fonctionner en concert. Donc par exemple, lui ça va être oui, et lui ça va être non. Donc là, vous voyez, je peux cliquer sur le oui ou le non. Quand je clique sur le non, le oui se décoche, et quand je clique sur le oui, le non se décoche, puisqu'ils ont le même name. C'est ça qui les permet de fonctionner ensemble. Je vais mettre un retour à la ligne ici, parce que sinon, ça va être relativement moche. Donc là, ça permet qu'ils soient l'un après l'autre. On a un champ de type texte, mais on peut avoir aussi un champ de type password. Donc password, c'est exactement comme un champ de type texte, sauf que quand j'écris dedans, ben, je ne vois pas ce que j'écris. Ça permet de garder une certaine confidentialité sur les mots de passe. Ensuite, vous pouvez aller beaucoup plus loin. En fait, le type texte, c'était vraiment le champ qu'il y avait par défaut avant, c'est-à-dire, voilà, c'est du texte. Maintenant, on peut aller plus loin et préciser que ce n'est pas seulement un texte, mais un email, par exemple, ou un nombre, ou peu importe. Et donc, en fait, le champ type email, tout simplement, quand vous allez taper quelque chose dedans et que vous allez devoir vérifier cette information, il va falloir que ce soit un mail. Si ça n'est pas un mail, quand vous soumettrez le formulaire, ça vous dira attention, ça n'est pas un mail. Voilà, vous avez aussi la balise select qui vous permet de faire un sélecteur. Donc, à l'intérieur, vous spécifiez les différentes options possibles avec comme paramètre de la balise option la valeur. Donc, par exemple, 0, ce sera la langue français. Et je rajoute une autre option. 1, ce sera la langue anglaise. Donc là, si je teste pour voir à quoi ça ressemble, donc ça me fait un select comme ceci où je peux choisir ma langue. Vous avez l'input type file qui vous permet d'aller chercher un fichier. Alors ça pareil, hein, là je survole vraiment assez vite les choses, c'est juste pour que vous voyez toutes les possibilités d'un formulaire. Mettez ça dans un coin de votre tête, mais vous prenez pas le chou, vous dites pas mais comment ça marche, comment on fait pour ensuite récupérer le fichier, on n'en est vraiment pas là. Là on en est vraiment qu'à la structure, c'est-à-dire que dans votre tête il faut vous dire, voilà, je vais devoir faire une page dans laquelle par exemple il va y avoir un login, un mot de passe, bon bah il va falloir que je mette ces éléments en HTML, ensuite il va falloir que je les mette en page, et ensuite, à la fin, il va falloir que je les fasse fonctionner. Et ça va être avec du JavaScript, avec peut-être même du PHP, on verra ça vraiment plus tard. Donc j'appelle ça fichier. Et donc ici, ça m'a rajouté un input de type fichier, ce qui me permet d'aller choisir un fichier quelque part sur mon ordinateur. Et le dernier qu'on va voir ici, c'est l'input type button. Alors là, en value, vous pouvez préciser ce que vous voulez écrire dans le bouton. Donc par exemple, envoyer le formulaire. Donc ça va vous créer un bouton
Vous voyez, bon, quand je clique dessus, il ne se passe rien puisque je n'ai pas spécifié ce qui doit être fait. Donc voilà, grosso modo, alors de façon vraiment très très rapide, sans rentrer dans les détails, je parle même pas de tous les attributs possibles, puisqu'il y a des attributs pour dire qu'un champ est requis, pas requis, il y a des attributs pour spécifier ce qu'on a le droit de mettre à l'intérieur, ce qu'on n'a pas le droit de mettre dans un champ, enfin il y a beaucoup de choses. L'idée là vraiment c'est de vous dire voilà, les formulaires existent, voilà grosso modo comment on fait pour créer des éléments dans un formulaire. Le dernier, peut-être, la dernière balise que je rajouterai, c'est la balise label qui permet d'associer un nom à un champ. Donc par exemple label, on a un paramètre qui s'appelle for. Dans le for, il suffit de mettre le name du paramètre. Je vais les renommer correctement ici, hein, je vais mettre email, password, voilà, histoire que vous ne mélangiez pas tout. Donc ici, le label, on indique qu'il est pour le login, et là on va appeler ça login par exemple. Et donc en fait ce que ça va faire, c'est qu'il va associer ce texte ici, login, au champ login qui est là. Voilà, donc ça va être assez pratique d'ailleurs quand on veut faire des mises en page, si jamais on doit décrire les champs, si on doit mettre le nom du champ avant, on va utiliser la balise label. Donc juste gardez ça en tête, voilà, les formulaires ça existe, ça ressemble grosso modo à ça, et on va y revenir très vite, je vous le promets. Le cinquième et dernier sujet que je veux aborder, mais pareil, c'est un sujet que je vais survoler puisque on pourra revenir plus en détail par la suite dessus, ce sont les balises vidéo et audio. Donc vous pouvez insérer dans un site internet de la vidéo ou de l'audio. Pour ça, vous avez une balise vidéo. Jusqu'à là, c'est assez simple. Donc dans cette balise vidéo, on a plusieurs choses. On peut définir une largeur à la vidéo. Donc par exemple 320. Je peux définir une hauteur aussi à la vidéo. Donc par exemple 240. J'ai un autre paramètre qui me permet d'ajouter les contrôles à la vidéo, c'est-à-dire le bouton lecture, le bouton pause, le volume, etc. Donc en fait c'est un paramètre qui s'appelle contrôle, il suffit de le rajouter dans la vidéo. Ensuite, je vais devoir ajouter les sources de ma vidéo. Donc pour ça, à l'intérieur de la balise vidéo, on va créer une balise source avec un paramètre src. Dans ce paramètre src, il faudra mettre le chemin vers la vidéo. Mais ensuite, on va spécifier le type de la vidéo. Alors le type de la vidéo, c'est quoi? C'est le format de la vidéo. Aujourd'hui, quand vous mettez une vidéo en direct dans une page HTML, il y a grosso modo deux formats auxquels il faut penser. Encore une fois, je ne vais pas aller très loin dans les formats de vidéo, il faut juste savoir que c'est bien d'avoir le format MP4 et le format OGG. Donc là, par exemple, en l'occurrence, la première vidéo que je vais mettre est en format MP4, donc en fait, il faut mettre exactement ce truc-là, c'est-à-dire vidéo / MP4. Et la deuxième source alternative, donc pour l'instant, j'écris pas la source, hein, je le rajouterai après. C'est donc la source de type vidéo OGG. Alors pourquoi il faut mettre les deux formats? Eh bien en fait, tout simplement parce qu'il y a certains navigateurs qui ne savent lire qu'un seul des deux formats. Alors c'est en train de changer, ça a quasiment changé presque partout. Mais voilà, il faut spécifier ces deux formats, puisque sinon vous risquez de tomber sur un navigateur qui ne pourra pas lire votre vidéo. Ensuite, après les sources, vous pouvez mettre un texte qui va être en gros un texte alternatif, c'est-à-dire que si aucune des sources n'arrive à être ouverte, alors à ce moment-là, c'est ce texte qui va s'afficher. Et donc, par exemple, on peut afficher votre navigateur n'arrive pas à lire la vidéo. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi rajouter le WebM, qui est un autre format. Alors, en général, c'est bien d'avoir le MP4 et le OGG, mais vous pouvez aussi rajouter le WebM pour avoir un support plus large. Alors bien sûr que si vous avez en votre possession qu'une seule vidéo, il va falloir utiliser des logiciels d'encodage pour encoder votre vidéo en MP4, en OGG, en WebM. Donc ça sort un peu du cadre. Voilà, sachez juste que la balise vidéo fonctionne comme ça. Donc moi j'ai récupéré des URL de vidéos sur internet parce que c'est plus simple, je vais pas m'amuser à compresser une vidéo. Là j'ai ma version MP4,
j'ai ma version OGV et j'ai ma version WebM. Donc là, j'ai ma vidéo qui apparaît. Si je fais lecture, ma vidéo se lit. En ce qui concerne l'audio, c'est quasiment la même chose. La seule chose qui change, c'est que vous n'allez pas utiliser une balise vidéo, mais une balise audio. Voilà, comme ceci. À l'intérieur, vous allez spécifier les sources de la même manière. Par exemple, donc source SRC. Ici, vous allez mettre la source de votre audio. Vous allez spécifier le type de format de votre fichier. Donc là, pareil, c'est bien d'avoir un format OGG. Donc ça va être audio/OGG. Ensuite, par exemple, en audio, on va souvent avoir une source alternative en MP3. Donc ça va être audio/MPEG, pardon. Parce que voilà, le MP3, c'est du MPEG. Et donc là, pareil, vous allez pouvoir avoir en dessous un texte alternatif qui va dire, voilà, votre navigateur n'arrive pas à lire le fichier audio. Qui va s'afficher si jamais il n'arrive pas à lire le fichier audio. Et donc ici, il vous suffit de mettre la source, soit en URL relative si c'est stocké sur votre serveur, soit l'URL absolue comme j'ai mis au-dessus si jamais c'est stocké ailleurs sur le web, directement ici, et ça va vous afficher un lecteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. Il était peut-être un petit peu dense avec des éléments assez différents. L'idée, c'est de parcourir rapidement pour que dans votre tête, vous puissiez vous faire un schéma sur les possibilités de l'HTML. Maintenant, on va passer dans la partie beaucoup plus concrète qui est le CSS, dans lequel on va pouvoir mettre en forme réellement une page HTML pour que cette page ressemble réellement à un site internet et pas à un truc un petit peu conceptuel comme on a vu jusqu'à maintenant. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour ma part, je vous dis au prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao!